Il fait passer. Première du ça, il est venu en djellaba avec un accent arabe et tout. Il était Mistafred. C'est un Mistafred. Allez, les amis, on a du travail quand même. Voilà, je suis tombé sur ma serrette tard. Donc, hier, on était resté sur la question. En vérité, je pourrais poser la question à Jonathan. Ouais. Pourquoi Hachem il a fait qu'on soit sorti Béret Rouge Gadol? Tu te rappelles ce sujet-là, Jonathan, ou pas? Pourquoi c'est tellement important? Tu te rappelles ce sujet-là ou pas? On est en train de parler de ça dans la Gemara. On est dans la tête à Moudbet, Jérémy. Tu te rappelles ou pas? Et pourquoi c'était important qu'Hachem il a dit ça à Abraham et que Moshe a insisté sur ça? Pourquoi c'était tellement important qu'il sorte Béret Rouge Gadol? Non, non. Pourquoi Hachem il a dit à Abraham ça? C'est à l'envers là. Pourquoi c'était tellement important que Hachem il a dû en parler même à Abraham? Qu'on était déjà très longtemps avant l'histoire. C'est tellement important de parler de ça. Oui, il n'a pas travaillé pour rien. Hazak, David. T'as vu? C'est écrit. C'est Hazma. Des fois, ce que tu écris, David, c'est rigolo. Là, c'est bien. Hein. Donc, t'entends ou pas, Jérémy? C'est un point très important. C'est que pour pas qu'ils aient travaillé pour rien. On a poussé un peu l'idée. C'est-à-dire quoi pour pas qu'ils aient travaillé pour rien? C'est une idée très importante. La punition, c'était. Que cette descente en Égypte n'est pas une punition. C'est une construction. Tout ce qu'on a fait, c'était pas pour Paro, c'était pour nous. Donc c'est illustré par le fait qu'on a dû être rémunéré pour notre travail, parce qu'on n'a pas Hachem, il a compté tout ce qui s'est passé, il était là comme avec le buisson ardent, il était à côté de nous. C'est pas qu'il nous a abandonnés et il s'est réveillé. Au fait, j'avais pas un peuple là-bas. Non, non, c'est une construction pour nous, cette période égyptienne. Ça nous a appris plein de choses. C'était nécessaire comme passage pour devenir le peuple de Dieu. Donc c'est illustré par le fait qu'il faut qu'ils sortent en étant rémunérés pour leur travail. Ils ont travaillé, tout ce qu'ils ont travaillé, c'était pour eux qu'ils ont travaillé. C'est pas qu'ils ont subi, ils ont construit. Maintenant, sur ça, il y a une mara étonnante. On est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes après le début de Tête à Moudbet. La Gemara nous dit Vaïcha Aloum. Comme maintenant, donc on est venu emprunter. Alors, Marloket Rishonim, c'est quoi emprunter? Il y a des Rishonim qui sont gênés par emprunter. Là, je ne suis pas dans la Gemara, je suis dans le Chumash. Il y en a qui sont gênés, quoi, emprunter, alors c'est des voleurs, on est sorti comme des voleurs, etc. etc. Et les Rishonim, emprunter, c'est une façon de parler, mais ça peut vouloir dire aussi, ils ont essayé de trouver des sources dans certains versets, les Rishonim, pour dire non, ça peut vouloir dire aussi prendre. Vaïchaloum, ça peut vouloir dire aussi prendre, parce que pour pas qu'on vienne attribuer au Ham Israël, comment dirais-je, le statut de voleur. Maintenant, ce qu'a gêné les Rishonim ne nous gêne pas tellement, puisqu'on voit dans la Gemara, hein, ouais, on voit dans la Gemara hein, de Sanhedrin Tzadik Aleph que les Égyptiens se sont tournés vers Alexandre de Macédoine, ouais, et ils ont dit voilà, les Juifs nous ont emprunté, ils nous ont pas rendu, il faut qu'ils nous rendent, etc. Donc on voit de la Gemara qu'effectivement c'est emprunté, parce que sinon il n'y a pas de réclamation, s'ils ont donné Belev Sholem. On voit de la Gemara qu'ils ont véritablement dû prêter leur Kélim. Alors la réponse du Chacham là-bas, c'est que c'est une rémunération au travail, et le Midrash, il rajoute que le Midrash rapporte la même histoire, et il rajoute qu'il y avait là-bas un philosophe qui a commencé à faire les calculs. Combien ils étaient juifs, 1 dinar par jour, etc. Il arrivait déjà à 100 ans, ils étaient 210 ans. Déjà, on était au-delà de ce qu'on a pu évaluer ce qu'un homme avec son âme pouvait porter comme ustensile des Égyptiens. Il y avait un philosophe là-bas, le Midrash est philosophe, qui a fait les calculs. Combien un homme avec des ânes, il peut porter comme ustensile, etc., de valeur, et combien en 210 ans, en 100 ans, ouais, pour un certain nombre de milliers de personnes, ça fait comme salaire. Il dit déjà on avait dépassé, hein, déjà en 100 ans, alors les Égyptiens se sont éclipsés. C'est bon, un truc à faire, on arrive dans 10 minutes. Parce qu'ils ont vu qu'ils allaient sortir avec des dettes, du coup. Donc on voit de la Gemara que comment dirais-je, de la réclamation des Égyptiens, il n'a pas répondu le Chacham. Non, mais vous avez donné Belev Shalem et tout. L'homme Shalem, c'est-à-dire, on est venu. Alors pourquoi on n'a pas demandé Belev Shalem? Si on avait demandé des Belev Shalem, ils auraient accepté les Égyptiens? Ils ont dit tu nous donnes et c'est tout, sinon je t'éclate. Sinon je t'amène la 11e plaie.
C'est la plus terrible, la 11e plaie. Ils ont accepté, les Égyptiens, ou pas? Si on a dit, tu me les donnes et c'est tout. Et on ne part pas pour 3 jours, on part pour toujours. Ils ont accepté, les Égyptiens, ou pas? Hein? Mais vadaï que oui, ils ont accepté. Tous les Mefarshim nous disent ça. Ils n'en pouvaient plus. Ah, c'est le Ran. Le Drashot al-Ran, il répond. Marco, Dan, il aurait su le dire, ça. C'est son remplaçant officiel. Sauf que tu tousses pas. Ouais? Pourquoi ils ont voulu sortir dans ces conditions-là, d'emprunter pour 3 jours? Oh, c'est connu, les mecs. Combien de cours je vous savez sur ça, hein? Oh là là. Je suis pas fort, hein. Je fais pas les bonnes histoires de Rav Fenger pour vous marquer votre mémoire. Je suis pas fort, hein. Maître Baruch, peut-être. Drashot Haran, impossible de ne pas connaître. Impossible de ne pas connaître Drashot Haran. C'est The Pshat of the Parshe. 10. On l'a vu, ça me revient. Un jeu de mots, ça me revient. Non, rien. C'est fini cette époque. C'est fini cette époque où je suis tendre. Alors, Laurent nous dit un truc très simple, ouais, c'est que le but, quoi? Vas-y, Jonathan, lâche-toi. Psst, incroyable, Jonathan. Ça, c'est une technique de vendeur de four, fais gaffe. Et donc, je vais le voir aujourd'hui, il me fait très peur déjà. C'est mauvais signe, je crois que je vais y aller demain. Et non, il dit comme ça, Laurent, très simple, c'est magnifique, mais c'est très simple. Il dit que Hachem voulait punir les Égyptiens Mida Keneged Mida. C'est ce qui a étonné Yitro. Yitro, il a béni Hachem, il dit Kacher Zadou, Alehem. Il faut se rappeler de Parashat Yitro. Il y en a qui ont les oreilles pleines de pigeons, ils n'arrivent pas à écouter la paracha. Mais le Kacher Zadou, Alehem, il a dit, et le Midrash là-bas, le Onkelos, pardon, il dit, c'est pareil, il parle de la noyade des Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont noyé les enfants juifs. Et Hachem, il a voulu, puisque il incarne la justice parfaite, ouais, noyer, punir les Égyptiens par la noyade. Donc pour les noyer, comment on va faire? Un tsunami, c'est compliqué. Donc Hachem, ce qu'il a fait, surtout qu'il y a une autre idée qui dit le Ran, c'est pour ça qu'on ne parle pas de tsunami, c'est que donc on a emprunté pour 3 jours, et on voit dans la paracha. Paro dit ouais, ça fait déjà 3 jours. Non, ils ne sont pas revenus. Donc c'était pour que la folie de Paro puisse se remettre en place, son entêtement, pour qu'il puisse courir après, ouais, pour qu'Hachem puisse pouvoir alourdir son cœur. Ouais. Alors il a donné un petit peu des ingrédients. Maintenant, ça fait 3 jours, et puis les Égyptiens disent, ah, nos kélim, ils nous ont pris nos kélim, nous ont emprunté, ils doivent nous rendre. Parce qu'officiellement, la thèse officielle des Juifs, c'était quoi? C'est on part 3 jours dans le désert pour servir à Kadjourou, on a besoin d'arriver tout beau avec des kélim et de servir notre roi avec des kélim et des beaux vêtements, etc. C'était uniquement pour servir à Kadjourou. Après, on revient, les mecs. Ça, c'est ce qu'ils disaient tout le temps, hein. C'est ce qu'ils disaient tout le temps. Depuis le début, il y avait Kriyat Yamsouf qui était préparé déjà. Comme ça, il dit le Ran, Pachout. Et il rajoute une idée très intéressante, le Ran, et il dit c'est important qu'ils meurent de leur propre gré. C'est eux qui sont descendus dans l'eau. On a fait tout un show très intéressant sur ce Ran pour dire que les Égyptiens représentent la folie humaine. Qu'un homme avec son Yetzer Hara, il est suicidaire. Il s'inflige lui-même sa punition. On croit qu'Hachem punit. Hachem, il vient laisser les éléments s'abattre sur le fauteur. C'est une grande notion philosophique kabbalistique. Qu'Hachem ne punit pas. Hachem n'a jamais puni personne. Vous savez ça, Hachem n'a jamais puni personne, Marco? À part les Égyptiens. Mais Hachem n'a jamais puni personne. Les punitions que nous connaissons, ouais, on l'a dit souvent avec le Rav Moshe Cordovero, c'est que quand quelqu'un fait une faute, il vient maintenant, comment dirais-je, créer un ange destructeur, ouais, et tant qu'il ne meurt pas, c'est qu'Hachem retient cet ange. Et quand il meurt, où maintenant il est puni, etc., matériellement, corporellement, ou je ne sais pas quoi, psychologiquement, c'est qu'Hachem a tout simplement libéré l'énergie destructrice générée par la faute. Et ce n'est pas Hachem qui a frappé.
Au contraire, Hachem, il est que Rachamim, il retient l'énergie destructrice jusqu'au moment où il lâche. Et quoi, il va tout le temps punir? Non, si on fait tchouva, alors il y a une autodestruction. Si on fait tchouva, il y a une autodestruction. D'accord? Mais si on ne fait pas tchouva, il y a un moment, Hachem va lâcher. Ou de notre vivant, ou après. Donc c'est pour ça que des fois, des gens, ils ont témoigné, quand ils étaient dans leur coma, etc., et toutes sortes, une armée d'anges qui allait les détruire, ils se sont réveillés, ils sont ressortis du truc. Donc les anges de Noaverot, ou des Nomitzvot aussi, c'est des créations. Nomitzvot, c'est des créations, Noaverot, c'est des créations. Et donc, pour illustrer cette idée-là, hein, on peut être Médéek Duran, quelque part, c'est eux qui se sont infligés leur propre mort. C'est vrai que les Makot, c'était un petit peu spécial, les Makot, parce que les Makot, ce n'était pas uniquement une punition pour les Égyptiens, les Makot. Tout ce que je vous parle, c'est quand c'est une punition. Dans les Makot, c'était également pour renforcer le Israël dans son émouna. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait des miracles dans les Makot. Donc c'était particulier, les Makot. Vous comprenez la nuance que je suis en train de vous dire? Quand quelqu'un il a une crise cardiaque, nous. Quand quelqu'un il a une maladie, quand quelqu'un maintenant il y a un frigo qui tombe sur la tête. Tout ça, c'est pas maintenant au hasard, et c'est pas Hachem qui a envoyé ça. C'est sa faute qui a généré cette punition. Il n'y a rien de miraculeux en vérité. Le miracle, c'est qu'Hachem il retient l'ange destructeur. Quand Hachem arrête de retenir, alors l'énergie destructrice générée par la faute est tout simplement libérée. C'est clair cette notion? Mais dans les 10 Makot, ce n'était pas comme ça. Parce qu'il fallait non seulement punir les Égyptiens, mais en plus, il fallait que l'âme Israël se renforce, qu'Hachem il maîtrise l'eau, il maîtrise la vie, la mort, les animaux, tous les éléments, le ciel, la terre, l'eau. D'accord? Pourquoi ils sont sortis avec des richesses aussi? Mais pour la même raison. Pourquoi? Pour récupérer ce qu'ils avaient donné. Non, je suis en train d'expliquer le RAN. Il y a deux sujets. Pourquoi ils sont sortis des richesses? C'est ce qu'on a déjà expliqué, ce que tu as marqué dans tes cahiers. Pourquoi ils les ont pris de manière empruntée? C'est un deuxième sujet. Mais eux, quand ils les ont poursuivis. Est-ce que tu entends ce que je dis? Oui, j'ai entendu. Ah, tu parles des Égyptiens. Ils sont sortis avec toute leur. On a dit ça hier, c'est ce que j'ai répondu hier. Le bonus. Paro ne pouvait pas promettre à chacun de ses soldats une pyramide. Elle leur a dit c'était compliqué, déjà l'immobilier c'était assez cher. Alors elle a dit voilà, il a mis sur les chars des richesses et non seulement vous allez récupérer tous les bijoux, mais vous allez également prendre de mon trésor personnel tout ce que j'ai mis sur les chars. Ils auraient pu laisser à la maison et partir les chars. J'aurais dû lui dire, c'était à l'époque, on aurait attendu ta remarque. C'est comme si vous voyagiez, vous apportez votre coffre. Je comprends pas. Rien n'est logique. Il faut que tu saches un truc très important, David, il y a un truc très important. Les promesses des rois, non. Les promesses des rois, quand on revient et tout, le roi, en fin de compte, il change d'avis. Vous n'êtes pas. Là, il est sur place. Quand on paye cash, quand tu as acheté un bijou cash, ou quand tu dis je te paierai dans 2 mois, tu n'as pas la même argacha. Tu es moins motivé. Là, c'est cash. Dès qu'on attrape les juifs, vous avez ça et ça. C'est cash. Puis surtout, c'est motivant. Tu les vois, les bijoux. Tu as envie d'y aller. Il faut les motiver quand même. Hachem, il a renforcé le cœur de Paro, mais il fallait des mecs le suivent quand même. Tout seul, un petit mec d'un mètre, ça faisait pas trop peur. Il fallait qu'il y ait quand même d'autres nimbus avec lui. Les ancêtres des mignonimes. Paro est un mignon, t'as vu ça? Incroyable. Sans les lunettes. Ils sont pas trop des lunettes dans les pyramides. Mais qui sont les amis, c'est clair? Tov. Donc nous, on a fait une petite parenthèse pour expliquer pourquoi Béachala, parce que c'est pas souple que rapporte moi. Vaïcha Aloum. On a rappelé le shiur qu'on a donné, ce qu'il y a une notion maintenant très importante, que ce qui nous arrive dans la galoute, c'est pas simple pour nous faire du mal, c'est pour nous réparer, pour nous construire, pour nous élever. Tout le message que Akol Bidei Shamayim, Akol Letova, on le voit dans Vayatsu Berechush Gadol. Akol Letova, Vayatsu Berechush Gadol. On a expliqué, c'est pour ça que dans cette soirée de réjouissance et de remerciade divine, on apporte le maror. Pas uniquement pour contraster. Tu as vu dans quelle galère on était et ce qu'on est devenu. Le pshat qu'on pourrait dire, c'est un contraste. D'accord, Julien? Toujours, on pensait que c'était ça le maror. Pour contraster, regarde la liberté qu'on a eue et comment on souffrait. Non, c'est que le maror en lui-même, on s'en réjouit parce que c'était pour notre bien. La condition d'esclavage, c'était pour notre bien. Donc on l'associe à notre ova. Il était constructif au même titre que les autres éléments. Ce n'est pas juste pour rappeler le mauvais dans le bon. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire maintenant ou pas? Dans le maror? Non, c'est pas clair? Question. Le Maharal demande pourquoi on met le maror à Pessah? On est là pour fêter, on est là pour pleurer. Mais moi, accroche-moi un maror à la synagogue à Tchabéa. Pourquoi tu me le mets à Pessah?
Alors, on peut répondre à Al-Pipchat. Quand maintenant on parle de la libération, de quoi on a été libéré? D'une grande souffrance. Donc, quand tu manges le maror avec la liberté, de ça, tu as été libéré. Autre réponse, non, le maror lui-même, on s'en réjouit. Pour dire que cette amertume qu'on avait en Égypte était pour notre bien. Donc, ça doit participer à ce repas de réjouissance. C'est clair ce que je vous dis ou pas? Et c'est pour ça que Bémet, on prend un maror qui n'est pas amer. La salade n'est pas amère. Parce qu'on doit chercher la douceur dans l'amertume. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Dans une espèce amère, il faut voir la douceur qui est dedans. Dans un événement amer qu'on a, ouais, on a tous dans la vie des événements amers. D'accord ou pas? Aurel, la vie est faite d'épreuves. Il faut voir la douceur d'Hachem dedans, que c'est pour notre bien. Hein? C'est important tout ce que je vous dis, c'est dommage. On s'en fout. Donc, Vaïcha Aloum. Donc maintenant, il y a un pasouk, il y a marqué Vaïcha Aloum. Bal Koracham, on l'a vu. Maintenant, Vaïnatzlou. Tu connais ce terme Vaïnatzlou, Marco? On l'a fait hier. Vaïnatzlou, donc quand tu veux traduire, tu fais une conférence et tu rapportes ce pasouk-là, tu veux le traduire vite, tu dis ils ont dépouillé les Égyptiens. D'accord? Mais c'est pas vrai. Ce terme Vaïnatzlou, il est, comme je l'ai dit, inusité. Il est écrit uniquement à 3 endroits dans le Pentateuque. Il est écrit au sujet des Égyptiens 2 fois, Vaïnatzlou, ouais. Non, Tenatzlou, Vaïnatzlou. Donc, comme ça, ils traduisent. Voilà, mais le problème, c'est qu'on aurait dû dire Véorik nous. On a vu dans la Torah que quand Yosef il a vidé les sacs, il est marqué Morik. Ouais, c'est un terme qui existe de vider. On a complètement dépouillé, on a vidé l'Égypte de ses richesses. Pourquoi Veinatzlou? C'est quoi ce terme Veinatzlou? Ça ressemble à Tzala. Ça ressemble à... Alors, c'est quoi le Shoresh? C'est marqué de Rishonim, parce que le Shoresh, c'est Tzadik Lamed, ou Nun Tzadik Lamed. Il y a un grand problème, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? On l'a vu dans 2 contextes, au sujet de Mitzraïm, et un autre contexte, c'est après la faute du Vaudor, Parashat Kitissa, je ne sais pas si vous connaissez. Parashat Kitissa. J'avais préparé d'ailleurs ce vendredi un shiur sur ça, d'ailleurs. Ce vendredi dernier. Non, vendredi prochain, on a fini la faute du Vaudor. Tu veux que je le fasse, le Vaudor? D'accord. Si tu ne viens pas, je le fais. Et donc, là-bas, il y a marqué, quand ils ont enlevé, ils avaient des Adéam. Il y a marqué, vous avez lu la paracha ou pas? Tu as vu la sikha sur ça, sur Adéam, qu'ils ont enlevé Adéam, ils ont enlevé Adéam. Alors, il y en a qui disent c'est les tuiles, il y en a qui disent que c'était le Keter de Rachid, dit que c'est Keter Naase Venishma qu'ils ont enlevé après la faute du Vaudor. Les Rishonim disent c'est leur bijou. Il dit le Rashbam, les Rishonim disent c'est le Rashbam et d'autres disent c'est leur bijou parce qu'ils étaient avec leurs bijoux qu'ils ont pris en Égypte. Vous suivez ou pas? Et la même mère qui est Veitnatzlou, Miedéam, le même terme. Le même terme. Donc voilà, là-bas, c'est Assirou, c'est enlevé. Si on veut le comprendre dans le contexte, c'est enlevé là-bas. Ouais. Et là-bas, ils disent Réchim, comme ils avaient fauté et ils ont reconnu la gravité de leur faute, pour témoigner qu'ils étaient dans une situation de deuil, un endeuillé, il enlève ses bijoux. Comme ça, ils disaient Rishonim. Les endeuillés, ils enlèvent le bijou. Et donc là, c'est Maniel, les 2 fois où la Torah nous parle, c'est le même sujet, d'après ces Rishonim-là. C'est d'après Rachid qui dit qu'ils ont enlevé leur keter, ils avaient deux couronnes. Naase Venishma. Et quand ils ont fauté, ils ont dû enlever leur couronne. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ces 2 couronnes. Al-Pipchal, j'ai du mal à comprendre ce que veut dire Rachid. C'est un chazal, bien sûr, Rachid. Et ce que ça veut dire Al-Pipchal, je ne sais pas exactement. Il y en a qui ont fait une synthèse un peu. Dire, leurs bijoux représentaient justement qu'ils ont été choisis pour être le peuple élu. Donc on peut rapprocher le pshat au drash. En leur vendant leurs bijoux, ça, ils ont perdu leur statut de Am Kadosh ou Memlechet Kohanim, de peuple de seigneur, de prince. Fin de parenthèse. Donc la Gemara s'intéresse à cette terminologie unique dans tout le Pentateuque. Et qu'est-ce qu'on a comme pirouchim? Des pirouchim très étonnants, puisque Rabbi Ami dit Melamed Sheasua Kemetsoda Shenba Dagan. Alors ici, Tosfot il dit qu'il y a un jeu de mots. Tosfot dans Psachim Koufiotet il dit qu'il y a un jeu de mots. La mère qui a marqué Veinatzlou, ouais, la mère qui a marqué Veinatzlou. Alors la Shon
au lieu de dire Venatzlu, Venatzdu. Le Lamed se transforme en Dalet. Et Resh Lakish, Metzola. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, ça rime un peu. Metzoda, Metzola, Nitzul. Comme ça, Tosfot, il veut dire. Comme c'est un terme. Et d'ailleurs, c'est marrant, Julien. Ce Tosfot est très intéressant. Pourquoi intéressant ce Tosfot-là? Parce que celui qui a l'habitude d'étudier Rav Hirsch, moi-même par exemple, il fait plein de fois ça, Rav Hirsch. Il étudie l'étymologie d'un mot en rapportant des mots qui a 3 lettres dans le shoresh, et il enlève, il vient maintenant dire que ce mot-là, qui a une autre lettre dans le shoresh, mais que phonétiquement ça ressemble, c'est proche au niveau de l'idée. Rav Hirsch, il s'amuse à faire ça. Des fois, pour bien nous donner tout le champ étymologique du mot, il prend des mots qui ressemblent. Mais ce n'est pas les mêmes lettres du shomer. Normalement, l'étymologie, tu trouves le même mot avec le même shoresh, et tu vois, dans différents contextes, tu arrives à comprendre de quoi il parle le mot. Mais lui, il utilise même des mots où il y a une lettre qui change dans le shoresh. Et en vérité, d'après ce que dit Tosfot, il y a une base à ce que dit Rav Hirsch. Ce n'est pas juste son génie intellectuel qui a fait un nouveau système. Tosfot, il utilise le même système pour expliquer ce midrash-là. Ouais. Donc c'est intéressant. Rav Hirsch, il le fait tamid. Alcool mila aussi, dit Rav Hirsch. Si vous étudiez un petit peu Rav Hirsch dans la version ivrite, en petites lettres, il fait tout le travail étymologique. À chaque fois, il compare les mots. Les mots qui se ressemblent, bien qu'il y ait une lettre du shoresh qui change. Donc ça, c'est Tosfot dans Psachim, Koufiotet, la Gemara est rapportée là-bas également. Mais ça ne répond pas à grand-chose. Parce que là, on est en train d'expliquer comment on a dépouillé l'Égypte. Et il y a une marloquette à Moraïm, donc c'est du sérieux. L'un, il dit pas comme l'autre, et l'autre, il dit pas comme l'un. On ne sait pas c'est quoi leur marloquette, on ne sait pas de quoi il parle, Birklal. Première opinion, c'est Rabbi Ami, qui me dit qu'on a fait que l'Égypte ressemblait à un piège sans pain. Alors, c'est bien pour Pessah. On a enlevé le dagan, pas le pain, dagan, le blé. C'est un filet dénué de blé. Metsoda, la chaîne Saïd, on a fait Rashi hier, ouais. On n'a pas fait Rashi? On a fait Rashi. Et Rash Lakish dit non, c'est pas Metsoda Shenbo Dagan, c'est Metsola Shenbo Dagim. Donc les deux ça rime. Hein. Julien, ça veut dire quoi? À l'époque, il y avait un rabbin qui avait dit un truc et ils se sont embrouillés sur la sonorité. C'est manière, ça rime. Hein. Metsoda Shenbo Dagan ou Metsola Shenbo Dagim. Ça rime. Alors j'ai trouvé, c'est dommage que David ne soit pas là. Hein. J'ai trouvé un balatourim, il adore ça, David, avec les guématriotes. Vous voulez que je vous dise une petite guématria comme ça au passage? Comme ce n'est pas mon genre, vous allez écouter attentivement normalement. Alors, il y a écrit, je vous dis, dans la Torah 2 fois ce terme-là, par rapport aux Égyptiens, marqué Unit Saltem. Ouais, Unit Saltem. Et chez nous, il y a marqué Vainatzlu. Quand Akjoukou raconte à Moshe au buisson ardent qu'on va les dépouiller, il y a marqué Unit Saltem. Et quand la Torah nous raconte ce qu'on a fait, Vainatzlu. D'accord? Vanit Saltem, il dit le Balaturim Gematria Kemetsola Shenba Dagim. Vainatzlu Begematria Asua Kemetsoda Shenbo Dagan. T'entends ou pas? T'entends Julien ou pas? C'est marrant quand même. La marloquette Rabbi Ami Veresh Lakish, est-ce que c'est que Metsoda Shenbo Dagan ou Kemetsola Shenbo Dagim? Alors écrit 2 fois le mot. Va un Saltem, c'est la Gematria de Kemetsola Shenbo Dagim. Donc comme Resh Lakish, Veinatzlu, ouais, c'est Begamatria Asua Kemetsoda Shenbo Dagan. C'est marrant quand même. Je trouve ça assez marrant. On n'a toujours pas expliqué ce que ça veut dire. Donc, alors Rachid nous a expliqué hier que quand tu fais un filet, si tu veux attraper des oiseaux, tu mets des grains de blé. Quand tu veux attraper une souris, qu'est-ce que tu mets? Tu n'as jamais eu de souris chez toi? Bon, bah, vérifie tes mésouzotes. Qu'est-ce qu'on fait pour attraper une souris? Bamba. Moi, j'ai déjà eu des souris. Et, en fin de compte, c'était le
L'hamster du voisin qui s'est échappé, on l'a tué. Mais on ne savait pas, on l'a su qu'après. Mais en tout cas, il a bien aimé son dernier bamba, c'est la cigarette du truc et le bamba du. Et Bekitsu, les oiseaux, tu mets des petits grains de blé. Donc on parle ici de piège. Et ils expliquent à Haronim que qu'est-ce qui nous a attirés en Égypte? Le blé. On l'a dit ça hier déjà. Donc quelque part, on a dépouillé les Égyptiens de l'élément qui leur a permis de nous assujettir. Il y a encore une autre dimension du Mida Keneged Mida. Vous comprenez ou pas? Ou bien c'est un Mida Keneged Mida, l'élément qui a pu faire qu'ils ont pu nous assujettir, on leur enlève, ou bien tout simplement, pour pas qu'on revienne là-bas, on ne soit plus attiré, on ne soit pas attrapé deux fois. Je crois que l'homme Israël tout le temps il voulait revenir en Égypte. Donc c'est plus maintenant un pôle économique mondial, c'est plus le grenier de blé de l'Afrique. Ouais. C'est plus un pays attractif. Très bien. Il y en a qui veulent dire également que toute la richesse qu'ils ont eue, c'était grâce à qui? Grâce à Yosef. Pourquoi Hachem il a donné une telle richesse à l'Égypte par l'intermédiaire de Yosef? Pourquoi Hachem a fait ça? Pour attirer les Bnei Israël en Égypte. Pour qu'on commence notre galoute. Hein? On était toute la richesse qui a été donnée aux Égyptiens, c'était pour le projet divin. Vous suivez ou pas? Le projet divin, il finit avec l'Égypte, les Égyptiens, ils ont perdu leur bracha. On a repris, c'est-à-dire qu'en valeur absolue, l'Égypte, ce n'était pas un pays qui devait être, comment dirais-je, tellement riche. Il a eu cette période de richesse particulière. Voilà, c'est comme des fois, tu as des Juifs dans un pays, il y a toute une bracha, ils partent, il n'y a plus de bracha. Alors on dit, parce que les Juifs sont intelligents. Ou peut-être qu'Hachem, il a envoyé la bracha là-bas pour les Juifs, ou pour les attirer, pour leur donner la parnassa. Donc les Juifs sont partis avec la bracha que Hachem a mis là-bas pour les attirer. Donc ça renforce l'idée que toute cette bracha, on leur a rien pris en vérité. Cette idée-là, ça renforce, on leur a rien pris. Parce que toute la richesse qu'ils ont eue, c'est pour qu'on y aille. Donc Hachem a repris ce qu'il leur a mis pour nous attirer là-bas. Dès qu'on a fini de se construire là-bas, on a repris ce qui nous a amené là-bas. C'est intéressant comme idée, je pense. Maintenant, ça, on aime bien parler de cette première idée, mais Resh Lakish, on a du mal. Donc, on vient beaucoup brosser sur la première idée. Pour pas avoir besoin de parler de Resh Lakish, il reste 20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire pendant 20 minutes? Comment expliquer Resh Lakish maintenant? Resh Lakish, c'est plus compliqué. Il dit, on a fait de l'Égypte comme la partie dans l'eau où il n'y a pas de poisson. Dans les profondeurs, on a dit il n'y a pas de poisson. On a dépouillé l'Égypte, on l'a rendu comparable à de l'eau Alors j'ai vu le. Vous comprenez le problème ou pas? C'est quoi cette image? C'est quoi cette image? Lui, le Rav Minzberg, Zichrono Livracha, il veut expliquer comme ça la marloquette Rabbi Ami ve Resh Lakish. Il dit, cette marloquette nous montre le degré d'appauvrissement qu'on a infligé aux Égyptiens. C'est-à-dire le pshat du passou qu'on a dit, si on a dépouillé les Égyptiens. Combien on les a dépouillés? Il y a une marloquette, combien on les a dépouillés? Est-ce qu'on a juste enlevé leur suprématie sur les autres nations? C'était un pays attractif. Donc on a enlevé le blé qu'attiraient les ouvriers, qu'attiraient les esclaves, etc. Ou non, on les a rendus inférieurs aux autres nations. Il n'y a plus rien là-bas. Donc il dit, c'est juste une marloquette qui nous explique l'intensité de la dépouillade. Tu l'as ou pas? Non? Je sens dubitatif. Voilà, c'est juste, il dit au Rav Misberg, c'est un chiour. Combien on les a dépouillés? Ces illustrations viennent s'attacher directement à la lecture littérale du verset. La lecture littérale, c'est comme il a dit, on les a dépouillés. Combien on les a dépouillés? Alors, comme ci ou comme ça? Comme maintenant un filet où il n'y a plus de
de blé, c'est-à-dire ils ont perdu leur suprématie économique où ils n'attirent plus personne, mais ils ne sont pas inférieurs aux autres nations. C'est devenu un pays comme les autres, mais ils n'attirent plus personne. Deuxième explication, hein, ils sont complètement vidés, il n'y a plus rien, on les a complètement dépouillés. Comme l'endroit dans la mer où il n'y a pas de poissons. Dans la mer, normalement, il y a des poissons. D'accord? Un pays normal, il a une parnassa. Eux, ils sont comme l'endroit de la mer où il n'y a pas de poissons. Ils sont moins que les autres. Dans l'eau, il y a des poissons. Eux, ils n'ont même pas de poissons. Ils sont moins que les autres pays. C'est clair ce que je vous dis ou pas? Donc, c'est juste un machal. Combien on les a dépouillés? Atkama nitzlu. Ouais? Vainatzlu at Mitzrayim. Il ajoute à ça, il dit que, donc d'après le premier pirouche, c'est qu'on leur a enlevé leur force, qu'à l'avenir, ils n'ont plus la force qu'ils avaient avant d'attirer les autres. C'est le premier pirouche. Ils ont plus, donc ils sont revenus comme les autres pays, ils ont plus, donc on leur a enlevé leur force de pouvoir attirer les autres. Ça, c'est le premier pirouche. Deuxième pirouche, on leur a enlevé même ce qu'ils avaient avant. Parce qu'avant Yosef, il y avait quelque chose quand même. C'est pas qu'on leur a repris ce qui a été ajouté, on leur a tout pris. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Est-ce qu'on est revenu à la case départ ou on les a carrément effacés? D'après Rachel Kish, c'est une punition terrible. C'est pas qu'on leur a enlevé ce qu'on leur avait rajouté, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, ils n'ont plus ce côté attractif économique. On leur a tout enlevé. Comme une mer où il n'y a plus de poissons. Comme l'endroit où il n'y a plus de poissons. On leur a tout enlevé. C'est moins qu'avant Yosef. Hein? Il a dit déboisé? Je comprends que tu sois sorti au même moment, Jonathan. C'est bon? Donc, je vais donner un pshat de cette mara étonnante. Alors là, j'ai besoin de vous. Il y a marqué Ayez, Asher, Ayez. Une fois, j'ai voulu vous faire un shur sur ça, une certaine parachat Shemot. J'ai fait toute une recherche et tout de tous les Rishonim, tous les Chronim, et j'ai eu une grande difficulté de compréhension. Il y a, quand maintenant Hachem et Moshe Rabbeinu se rencontrent autour du buisson ardent, eh bien, il y a Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, d'accord, tout ça, mais quand je vais aller là-bas, d'accord, tout ça, mais quand je vais aller là-bas devant les Bnei Israël, ils vont me demander c'est quoi ton nom? Et Hachem lui aura dit Ayez, Asher, Ayez. Je serai ce que je serai. Vous connaissez ce pasouk ou pas? Ça vous dit quelque chose? Alors, la Gemara nous explique qu'est-ce qu'il a répondu, je serai ce que je serai. C'est une réponse un peu ratiboisée, un petit peu. Profit toléré. Ouais. Il dit Amarle Akadosh Baruch Hu le Moshe lech et mort lahem le Israël, ani haïti machem beshibudze. J'étais avec vous dans ce shiboud-là. Vani ayei machem beshibud malchuyot. Vous avez compris ce qu'a dit Hachem? Ayez, je serai ce que je serai. Pourquoi il parle du futur? C'est Ayez, c'est son nom, c'est le futur. Ouais. Ce que je serai. Moi, j'aurais dit, je serai ce que j'étais. Pourquoi je serai ce que je serai? J'ai un problème. D'après l'explication de l'Agmara, j'ai un problème de lecture dans le verset. Il dit voilà, la même manière que j'étais avec vous, j'étais à vos côtés, je tâtais votre pouls pour voir le moment adéquat pour sortir dans cette galoute en Égypte. Dans les autres galouillottes, Babel Oued, Paras, Yavan, Edom, je serai aussi avec vous. Alors on aurait dit, ayez qu'Acher Haïti. Pourquoi ayez Acher ayez? Vous comprenez ou pas ma question sur la Gemara ou c'est pas la peine? On change de sujet. Compliqué, Marco, pour ça. Voilà. Alors, comme ça, il a dit à Jochou à Moshe, dis-leur que de la manière que j'étais avec eux dans la galoute, je serai avec eux dans les autres galoutes. Alors Moshe dit, je peux faire une petite remarque? Vas-y. Il dit, mais quand même, il dit comme ça, Moshe, il dit, Amarle Akadosh Baruch Hu, une seconde. Amar lefanav ribono shalolam daya litzara beshata. C'est l'expression connue. Ouais. Daya, pas kaya. Daya litzara beshata.
Ça suffit de le malheur qu'on a maintenant, ne me raconte pas ce qui va se passer après. Vous comprenez cette expression? Tu comprends cette expression orale ou bien tu es trop occupé avec ton Pac-Man? Ça t'intéresse pas tellement? C'est très intéressant. Dommage. Là, il y a 10 minutes. Dommage. Et quand tu lâches, donc tu as besoin un petit peu de cannabis, tout ça, électronique? Ayez à chérir. Daya, tu connais cette expression Daya, Sarah, Béchaata, tu connais cette expression ou pas? C'est genre on dit à mon gendre, le médecin lui dit voilà, dans 2 ans, il faudra que tu fasses cette opération. Il se plaît, là, dans 2 semaines, j'ai une opération. Ouais, c'est bon. Pas besoin de penser dans 2 ans. Laisse-moi penser à celle que j'ai maintenant. Vous comprenez ce que je viens de dire ou pas? D'accord. Ou un mec, il fait un chido avec une fille, il a envie de se marier avec elle. Et il lui dit, tu sais que ma mère, elle est comme ça, non, s'il te plaît, déjà, avec toi, c'est difficile. Dayat Sarah Béchat. Kitsour. D'accord? Dayat Sarah Béchata. Comme ça, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu. C'est étonnant. Comment il ose. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il a répondu à Kadosh Baruch Hu, Lech et mort lahem, ayez, shalachani elechem. Le Dieu d'avenir m'a envoyé chez vous. Parce que ayez, donc, c'est une notion de futur. Ouais. Et donc, n'évoque pas que dans l'avenir aussi, je serai avec eux dans leurs souffrances. N'évoque pas les souffrances à venir. D'accord? Bon. Alors moi, donc, j'ai posé une question. Je vais la répéter. Et je vais poser une deuxième question qui est liée à la première. Je répète la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi il y a marqué « je serai » celui qui s'appelle « je serai », il est celui qui s'appelle « je serai ». Ayez, Hacher, ayez. D'après l'explication que la Gemara nous donne, je dois dire ouais, ayez, Hacher, Haïti. Je serai celui que j'ai été. Celui que j'étais avec vous dans la galoute, je serai avec vous dans les autres galoutes. Première question. Deuxième question. Pourquoi la Gemara nous parle de ça maintenant? Nous, on était dans l'histoire de Yatsu Berechush Gadol. D'accord? Nous, on était dans l'histoire de Yatsu Berechush Gadol. On est passé à un autre sujet. Ma'akesher. Pourquoi on a expliqué ce passouk de Yacheriye? C'est même pas le passouk qui suit Vainatsu et Mitzrayim. Ce Vainatsu et Mitzrayim, c'est Perek Yudbet. Là, on est dans des passouk Gimel. Des fois, on est d'Oresh toutes les drachotes qu'on a dans un même passouk. Mais là, on est revenu en arrière. Pourquoi? On nous parle de ça. Je vous demande. Tu te rappelles, Marco? On a fait toute la suite des drachotes. Elles avaient tous un lien. C'est pas dit on a commencé drachot de Pessah, on fait tout drachot de Pessah, parce que là, on n'a pas fini là. On n'a pas fini. Il y en a plein d'autres, des drachotes sur cette paracha du buisson ardent. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est pas qu'on finit le sujet. Si c'était Rabbi Shimon qui a parlé, c'est Rabbi Shimon, c'est pas grave. Quand tu as maintenant un Amora qui parle, on a bien me dire tout ce qu'il a dit sur le sujet. Mais là, il n'y a même pas un Amora qui parle. C'est la Gemara qui a rapporté ça de but en blanc. Il n'y a même pas un Amora qui parle. Il n'y a pas la liste de l'enseignement de cet Amora, c'est la Gemara qui n'a rapporté ça. Quel rapport avec le sujet, je vous demande? Comme il a fait, c'est ce qu'il explique Rabbi Ami et Rachanish, que tout ce qui est arrivé, donc il a pris l'exemple du blé et l'autre des poissons, mais ça a été pour faire Midak et Neged Midak, ce qu'ils ont fait les Égyptiens avec... Non. Ça ne marche pas par rapport à Shokish Midak. Dans la liste des explications de Rabbi Ami, on a parlé de Midak et Neged Midak, mais ce n'est pas le pshat de la Gemara. On peut expliquer que c'est Mida Keneged Mida, on a expliqué d'autres choses, que Be'ashgacha, où il a amené ça pour les Am Israël et qu'ils sont partis, il n'y en a plus besoin. C'est l'Avdavka Mida Keneged Mida. Ce n'est pas l'explication officielle de la Gemara Mida Keneged Mida, parce que ça ne se rentre pas dans Resh Lakish. Pourquoi Mida Keneged Mida? On les a complètement débiles, on les a rendus plus pauvres que ce qu'ils étaient avant. Mida Keneged Mida, ce n'est pas le titre de cette marloquette. Ça peut être un des éléments de compréhension de ce qu'il a dit Rabbi Ami. C'est pas ce qui respire de la Gemara. Vous avez une idée? De la même manière qu'il nous est sorti de cette gamme, il sortira des autres. Ouais, c'est très général, on aurait pu ne pas en parler ici. C'est trop général pour qu'on ait besoin d'en parler ici.
Vous n'avez pas une idée? Jérémy, tu as compris la question ou je n'ai pas été clair? Tu nous prépares un rouge gadol pour nous aussi. Hein. Chazak. Chazak. Le message du Maror, il est important hein, si on l'applique à notre propre vie. Que tu dises en Égypte, Hachem, il nous a envoyés en Égypte, pas pour nous punir, mais c'est pour nous construire, etc. etc. Dit, bon, nous, ben, peut-être on est ici en Galoute pour nous punir et ça ne nous construit pas du tout. C'est un message qui concerne toutes les galouillottes. Que même si on a fauté à l'origine pour être dans la galoute, mais quand Hachem nous punit, c'est pour nous construire, c'est pour nous réparer. C'est pas Stam, il s'acharne pour nous faire du mal, Chas Shalom. C'est tout simplement constructif. La même intention constructive ouais, que Hachem, il nous a mis, pour laquelle Hachem il nous a mis en Égypte, elle va accompagner chaque galoute. Et de la même manière que là-bas en Égypte, il y a Tsuberech Rouge Gadol, que tout ce qui s'est passé là-bas, c'était constructif pour nous amener à une dimension qui nous manquait, pour nous rendre aptes à ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte. Alors, pareil, à Babel, on a acquis une certaine dimension et on n'avait pas, et à Paras, une autre dimension, et Yavan, une autre dimension. Les épreuves que ces galouillottes nous ont infligées nous a grandi à différents domaines. Le Maharal développe bien cela sur le Sefer Daniel, que par rapport aux quatre empires, c'est 4 rayot qui représentent 4 Yetzerara, et c'était un tikkun de Yetzerara qui était en nous, pour extirper en nous le Nefesh de Babel, le Nefesh de... Comment? Voilà, exactement. Ah, ça met du temps, ouais, la dernière construction. Les finitions, quand tu fais les travaux, tu verras, le plus longtemps, c'est les finitions. C'est pour ça qu'en Israël, ils vont très vite. Ils n'en font pas. Donc, non, je vois quelle rapidité font les immeubles à Bnei Brak. C'est incroyable. On dit, t'assois pas dans un terrain vague, tu peux être écrasé par un binyan pitom. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il y a entre deux binyan à Bnei Brak? Un binyan. On reprend. Donc, hein? Non, non. Non. Du monde, tu exagères. Non, arrête. Mais c'était qui? C'est Lapide qui a fait encore ces statistiques? Nazis, voilà, tout de suite on parle de nazis. Tout de suite les nazis. Tout de suite. Attends, à Gaza, c'est pas dense là-bas, j'arrive pas à te croire. J'y crois pas du tout, mais pas du tout. Une preuve, une fois je me suis étiré, j'ai pas touché mon voisin chez moi, dans ma chambre. Une fois, parce que je me suis pris l'armoire. Ouais. Comment? Les voitures. Quel rapport les voitures? Bon, on change de sujet. Ouais. C'est la vie de prudence en voiture. S'il te plaît, tu parles pas de ma ville comme ça, hein, sinon j'ai des trucs à dire sur Nathania. Hein. C'est clair ou pas ce qu'il a dit Jérémie, comme c'est puissant? C'est le message que j'essaie d'intégrer moi-même, de vous transmettre. Que tout ce qui nous arrive, ça colle. Mais Aurèle, ça suffit. Lâche-moi le truc. Il y en a 10 avant. Ouais, je sais, c'est encore des statistiques à la lapide. Philippines. Mais bien sûr, attends. En Égypte. Je me rappelle mes vacances en Philippines, c'était pas du tout pareil. Bon, s'il te plaît, Aurèle, on s'en fout. Donne-moi un commentaire sur Agmara, pas sur les lourdeurs de Jonathan. Ouais. Ah là là, il faut que tu confies, c'est terrible. Hein. Donc, c'était le message que j'essaie de vous transmettre. Ouais. Message que j'essaie de vous transmettre et que j'essaie d'intégrer moi aussi, Alvaï, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour nous construire. Donc, cette même nécessité de construction qui a amené Hachem à nous amener en Égypte, eh ben, va se poursuivre avec les autres exils. Ouais. Et Moshe, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'entendre un tel message. Et ils veulent déjà, on parlera de la construction quand on sera en dehors. Bien déjà on se construit souvent après l'épreuve, pas pendant l'épreuve. C'est dur. D'accord, c'est possible. Ça dépend. Ça dépend des épreuves. Des fois, Hachem, il s'acharne, il ne te laisse pas la possibilité d'après. Si tu ne fais pas de choix pendant, ça ne va pas sortir la truc. Voilà, ça dépend. C'est plus facile après, des fois c'est plus dur après, parce que, non, des fois après, on est déjà passé à autre chose. On a déjà oublié qu'on a eu un miracle, etc. Donc, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque épreuve. Je ne peux pas te dire vraiment des statistiques dans ça. Les statistiques, c'est plutôt Jonathan. Et la Gemara, elle continue. Aneni Hashem, Aneni. Tu te rappelles ce pasouk-là, Julien? Qu'est-ce qu'on a appris de Aneni Hashem, Aneni?
Qui c'est qui avait dit ça? Qu'est-ce qu'il est fort, Marco? Regarde ça. Le futur grand rabbin d'Israël du quartier. Ouais. De la révolution des Je sais bien, Richard Etienne. Ouais. Alors, il dit Aneni Hachem Aneni. Et lui, un avis, quand est-ce qu'il a dit ça? Sur le mont Carmel. Amar Rabbi Abaou Lama, Amar Eliaou Aneni, Shte Paramim, Melamed Shamar Eliaou Lifna Keshbur Lama, Aneni, Shetered Esh Min Hashamaim, Tuchal Kol Asher Ala Mizbeach, Aneni, Shetasiar Da'atam, Kede Shelo Yomru, Ma'asik Shafimem, Shemahavata, Sibota Ed Libam, Achoranit. On l'a déjà vu cet enseignement, Julien? C'est bizarre. Peut-être il restait de l'encre. Pour que Tosfot y rentre, alors on rajoute un. C'est bizarre. Je vous répète l'enseignement, pour les absents, que Elionavi, il a fait 2 prières. Prière déjà qui est le miracle, que le feu puisse tomber du ciel. Ouais. Et que ce miracle-là puisse être bien interprété. Parce que des fois, ah ouais, non, mais c'est le dieu des éclairs, ça. C'est pas Kadosh Baruch Hu, on le connaît celui-là. On peut toujours interpréter les miracles, il y a toujours un libre arbitre, en sortant du message que Hachem attendait de nous. On peut interpréter les miracles de certaines manières. Ce qu'on a vu dans le désert, comment ils ont pu faire tellement de bêtises, les rêves raves ou les Hébreux parfois. Ils interprétaient les miracles de manière tordue. Ouais. Et il a prié, il lui a un avis que le miracle qu'il demande de faire, qu'il puisse porter ses fruits. D'accord? Quel rapport avec notre sujet? Là, c'est une question plus dure, parce qu'on l'a déjà dit, cette Gemara. C'est quoi? C'était dans Davav, non? C'était où? Tu te rappelles les enseignements de Rabbi Abaou, ça? C'est toute la liste de Rabbi Abaou. C'était dans Vav, non? Où c'est? Cham. Je pense que c'était dans Vav, mais il met pas là. Normalement, dans Segment, il devrait mettre l'adresse. Il n'a pas mis l'adresse. D'accord? C'est bon? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Julien? T'as une réponse? Pourquoi on nous a mis ça ici? Quel rapport? Aneni Hachem, Aneni. Hein? 6B. D'accord. Donc, Davav. C'est tous les Rabbi Abaou là-bas. T'as une idée? Tu as compris la question, Jérémy? Oui. C'est une double question. C'est pire que IEHRIE. Parce que IEHRIE, c'est un enseignement qu'on n'avait pas. Il y a quel rapport avec la choucroute? Là, on l'a déjà dit, dans le même Pérec. Est-ce que ça peut être dévoile-toi un petit peu malgré cette période un peu de Starfanim, et que même quand tu te dévoiles, les gens ne disent pas bon, c'est une coïncidence, bon. C'est intéressant. On est en galère, c'est comme les Tunisiens, ça fait 2000 ans on est en galoute. Ils sont là un petit peu et que les gens ne disent pas c'est des coïncidences à chaque fois. C'est intéressant. Je n'ai pas pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? C'est-à-dire, tu as beaucoup, donc tu es subjectif. Bon, disons que c'est moi qui ai dit ça. Je peux dire avec ma voix et Jérémy un peu pour voir ce qu'il pense, Julien. Bekitsour, qu'est-ce qui m'a intéressé dans les propos de Jérémy? Bien que j'aime autant que Julien, mais qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est que quelque part, est-ce qu'on est vraiment conscient que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est difficile la vie aujourd'hui, non? La Parnassa, les attentats, la Sinatrinam, le peuple qui est déchiré, c'est difficile, quoi. L'Iran, de Jonathan, les villes denses, Depuis 3000 ans, la ville la plus dense du monde, Nebrak. Et donc, est-ce qu'on est conscient que tout ça, c'est pour notre bien en direct live? C'est ça qu'il dit Jérémy. Est-ce qu'on est conscient en direct live que c'est constructif, ce qui nous arrive? Alors, pour ça, il faut prier. Je rajouterai à propos de Jérémy. Parce qu'en réalité, c'est une prière. Si c'est une prière, c'est que naturellement, on peut se tromper. Donc, on termine quelque part cette Mishnah-là par un petit remède sur la prière, que pour bénéficier véritablement de cette période de galoute, et qu'on voit que c'est ô combien constructif, et que tout ça vient d'Hachem, il faut une prière, parce que si on ne prie pas, normalement, on est pris en otage par nos souffrances. Et on voit, mais pourquoi? Mais c'est pas normal, et les Arabes, et les ci, et le ça, et les gauchistes, et je sais pas quoi. Tout ça, c'est pour le bien. C'est constructif, tout ça. Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu n'arrives pas à le voir.
Naturellement, on ne voit pas le côté positif des choses. Quand tu dis Gamzou et Tova, c'est uniquement, il faut prier pour que Hachem nous ouvre les yeux. Ouais. D'ailleurs, cette prière-là, c'est la deuxième bracha de Birkat Kohanim. Hachem panav elecha vechuneka, c'est-à-dire Hachem, il m'éclaire. Ravirch explique, il y a des midrashim qui vont dans ce sens, ouais. Hachem, il m'éclaire, il me fasse voir sa voix. On est dans l'obscurité, on ne voit pas ce que Hachem il veut faire, ce que Hachem il attend de nous, ce que Hachem le contexte dans lequel il nous plonge, qui nous ouvre les yeux. C'est hier Hachem Panav, qui dit le Ravir chez certains midrashim. Donc c'est une prière quelque part, prière de pouvoir être lucide dans les profondeurs de l'obscurité de la galoute. Chazak ou Baruch Jérémy, tu as bien fait d'être venu. Nous on finit à 11h30 si tu veux. Oui, j'aurais fait Bah, c'est bien, j'ai imprimé une nouvelle feuille, tu as de la chance. Si, j'ai, bien sûr, j'ai Nagada. C'est sympa. Super, ouais. Merci. Tu as fait ça à l'occasion. Bah, faut que j'en imprime une autre parce que j'en ai plus. La dernière, j'ai donné à mon ami Elie, c'était en plus la version de 50 ans.